Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de l'un de mes invités préférés, Chas Freeman, qui a été auparavant secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité internationale ainsi qu'ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite. Pour le sujet d'aujourd'hui, il est également très intéressant de noter qu'il a été directeur des affaires chinoises au département d'État américain et qu'il était avec Kissinger lors de l'ouverture de la Chine. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci. Heureux d'être avec vous, Glenn. Une petite correction. J'ai rédigé les documents sur lesquels Kissinger s'est appuyé pour son voyage secret en 1971. Je crois que c'était du 9 au 11 juillet 1971, à Pékin. Mais je n'étais pas du voyage. Je n'ai pas eu mal au ventre pour me retirer dans une station de montagne au Pakistan et m'envoler ailleurs. D'accord. Eh bien, malgré tout, je pense qu'une grande partie de cette expérience est d'une grande importance. À l'époque, l'ouverture de la Chine avait évidemment pour objectif clair de diviser les Soviétiques et les Chinois, mais aussi d'établir une relation de travail entre les États-Unis et la Chine. Les accords conclus, comme la politique d'une seule Chine, ont tous jeté les bases de la paix et de la coopération entre les Américains et les Chinois qui existent depuis lors. Le sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui est la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine. Jusqu'à présent, cela concerne principalement le domaine économique, mais bien sûr, cela pourrait s'aggraver, espérons que non, jusqu'à la sphère militaire. Mais je pensais qu'il serait bon de commencer par une question un peu ouverte ou large, à savoir que vous avez déjà souligné qu'aux États-Unis, il y a souvent un manque de connaissances sur la Chine, ce qui explique pourquoi nous avons tendance à nous appuyer sur des stéréotypes. Selon vous, quelles sont les principales idées fausses sur la Chine aujourd'hui? Qu'est-ce que l'establishment politique américain ne comprend pas à propos de la Chine? Par où commencer? Le nombre d'illusions et de perceptions erronées est assez important. Et malheureusement, les Américains sont aujourd'hui assez repliés sur eux-mêmes. Je me souviens qu'Arnaud de Borchgrave, un journaliste et correspondant de guerre bien connu pendant la Seconde Guerre mondiale, m'a dit qu'en 1947, il y avait, je crois, 2700 correspondants étrangers américains pour un paysage de la presse très fragmenté. Presque chaque journal avait son propre correspondant à l'étranger, et les Américains étaient vraiment bien informés sur le monde. Aujourd'hui, il y a moins d'une centaine de correspondants étrangers pour les États-Unis, ce qui explique que lorsque vous entendez les informations, si cela concerne l'étranger, vous entendez probablement un pigiste de la BBC ou quelqu'un de similaire. Nous ne sommes donc généralement pas très bien informés. Nos écoles n'enseignent plus la géographie. On plaisante en disant que les Américains apprennent la géographie en faisant la guerre là où ça se passe. Mais surtout, nous avons traversé plusieurs phases. Nous avons eu une entente avec la Chine, jamais une alliance, une coopération limitée pour des objectifs limités, motivés uniquement par des considérations géopolitiques. Les Chinois étaient déjà séparés des Soviétiques et subissaient la pression de Moscou. Il y avait un réel danger d'une invasion soviétique préventive de la Chine dans les années 1960. À la fin des années 1960, il y a eu de véritables combats, et le président Nixon a eu l'intelligence de voir que nous pouvions rallier la Chine au soutien du confinement de l'URSS, ce que nous avons fait. C'était une entente. Peut-être que c'était le cas. La Chine était peut-être une sorte d'État protégé, dans le sens où elle l'avait été pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque nous avions soutenu le gouvernement chinois contre le Japon, principalement non pas parce que nous pensions que la Chine pouvait vaincre le Japon,
mais parce que nous espérions qu'elle mobiliserait un grand nombre de forces japonaises qui auraient autrement pu être déployées ailleurs. C'était donc un choix stratégique. Le maintien de l'indépendance de la Chine était stratégiquement important pour nous. Et il en allait de même pendant la guerre froide. Mais lorsque la guerre froide a pris fin et que l'Union soviétique s'est effondrée après la chute du mur de Berlin, nous n'avions plus d'ennemis communs. Et en même temps, je pense que l'année cruciale a été 1989. Le mur de Berlin est tombé, bien sûr, en novembre. En juin, il y a eu la révolte des étudiants et des ouvriers sur la place Tiananmen à Pékin, qui a été réprimée par la force. Cela a complètement refroidi les relations entre les États-Unis et la Chine. Enfin, cette année-là a également marqué la fin de la dictature léniniste à Taïwan, qui est devenue une démocratie. Nous nous sommes donc soudainement retrouvés avec trois forces nous poussant vers l'antipathie à l'égard de la Chine. L'argument géopolitique en faveur de la coopération semblait avoir disparu. L'équation idéologique entre Taipei et Pékin n'existait plus, car Taipei n'était plus léniniste, alors que Pékin l'était toujours. Et bien sûr, il y avait les effets persistants de l'endiguement anticommuniste, les expériences des guerres de Corée et du Vietnam. Toutes ces choses sont encore présentes aujourd'hui. Je crois donc que nos relations étrangères sont entravées par l'absence d'un vocabulaire détaillé pour décrire les relations. J'en ai évoqué certains aspects. Les alliances sont des engagements inconditionnels d'assistance mutuelle. Les ententes sont des relations conditionnelles et contingentes qui prévoient une forme de coopération limitée, peut-être pour une durée déterminée. Les États clients tirent essentiellement leur protection en accordant à l'autre pays, le plus grand, des privilèges et des prérogatives. Et beaucoup de relations internationales reposent simplement sur un échange donnant-donnant, sur une base d'égalité, très transactionnelle. Mais lorsqu'on aborde les différentes formes de compétition ou de confrontation, je pense qu'il y en a quatre. La première est la rivalité, que vous avez mentionnée. Je serai très prudent avec ce terme, car selon moi, il désigne essentiellement une compétition saine, c'est-à-dire une situation où l'on cherche à surpasser l'autre en s'améliorant soi-même. C'est comme participer à une compétition d'athlétisme. Si vous courez sur la piste et que vous battez l'autre camp, les autres personnes, c'est parce que vous vous êtes mieux entraîné, que vous êtes physiquement plus fort, plus rapide, pas parce qu'ils sont plus faibles ou parce que vous les avez sabotés. Après la rivalité, nous avons ce que j'appelle l'antagonisme adversarial. C'est là que vous cherchez à gagner en faisant trébucher ou en blessant l'autre partie sur la piste. Non pas en excellant vous-même, mais en portant préjudice à l'autre camp pour qu'il ne puisse pas vous égaler. Et enfin, si vous poussez cela assez loin, vous entrez dans le domaine de l'inimitié, où votre objectif est l'anéantissement de l'autre camp. Nous avons vu cela pendant la guerre froide, limité par la crainte d'échanges nucléaires. Donc, en ce qui concerne la Chine, nous avons parcouru tout le cercle, du statut d'État protégé pendant la Seconde Guerre mondiale, puis à nouveau pendant la guerre froide, à l'entente, la coopération en Afghanistan contre l'occupation soviétique, une relation transactionnelle, la rivalité, une concurrence très saine. Et maintenant, nous sommes dans un antagonisme adversarial. Notre objectif est de contenir la Chine, si possible, de la repousser. Et cela est bien sûr impossible, car nos capacités sont limitées et la Chine avance de son côté. Je suis désolé pour cette réponse un peu longue, mais il s'agit d'une relation stratégique très complexe. Nous venons d'assister à une véritable guerre économique entre les États-Unis et la Chine, suivie apparemment d'une certaine détente des tensions. Limitée, une détente si l'on veut. Ce n'est pas une trêve. Nous n'avons pas abandonné l'antagonisme.
ce n'est pas un cessez-le-feu. Nous n'allons pas cesser de prendre des mesures les uns contre les autres. Tout ce que c'est une réduction de l'intensité de la confrontation, pendant que nous voyons si nous pouvons parvenir à une sorte d'accord à plus long terme qui mettrait fin à la guerre commerciale, ou du moins la limiterait dans certaines limites, une sorte d'accord de contrôle des armements, si vous voulez. Mais nous ne sommes pas, vous savez, l'administration Trump présente cela comme une grande victoire de ses tactiques de pression maximale. Ce n'est pas le cas. Les Chinois ne voulaient pas de droits de douane. Ils ont riposté. Les États-Unis ont maintenant reculé. Eh bien, j'apprécie que vous fassiez la distinction entre rivalité et antagonisme, car je soutiens pleinement et j'ai bon espoir concernant les politiques industrielles américaines visant à renforcer leur souveraineté technologique et leur compétitivité. Mais il y a autre chose. Si cela suffisait, je pense que les États-Unis pourraient prendre leur temps pour procéder à une montée en puissance progressive et se réindustrialiser. Toutes ces choses qui, selon moi, devraient être faites. Mais il semble que beaucoup de ces politiques s'accélèrent parce que l'objectif n'est pas simplement de devenir plus compétitif, mais aussi, comme vous l'avez dit, de briser la Chine. Donc cela va au-delà de la simple concurrence. Il semble que, mais ce besoin de briser la Chine, est-ce que cela relève de l'idéologie ou d'une vision particulière du monde alors? Parce que s'il y avait une volonté de partager la scène avec la Chine en tant qu'égale, les États-Unis pourraient adopter une politique industrielle plus modérée, axée simplement sur la reconstruction de leur propre puissance, sans nécessairement, encore une fois, casser les jambes des Chinois. Est-ce que cela relève de l'idéologie? Comment expliquez-vous, je suppose, cette exigence de primauté dans cette relation? Eh bien, je pense que le moteur de tout cela est une détresse psychologique face à la perte de la primauté. Vers 1870, les États-Unis sont devenus la plus grande économie du monde. Et au cours du XXe siècle, nous sommes devenus, par étapes, la force politique et militaire dominante dans le monde, ainsi que la puissance financière dominante, et pendant longtemps, la puissance économique. Aujourd'hui, nous voyons la Chine, si l'on mesure le PIB des deux pays, selon la norme appropriée pour la comparaison, à savoir la parité de pouvoir d'achat et non les taux de change nominaux, qui fluctuent et reflètent des facteurs extérieurs, alors l'économie chinoise est déjà un tiers plus grande que la nôtre. Elle produit plus d'un tiers des biens manufacturés mondiaux. Nous en produisons environ 15% aujourd'hui. Et elle est très intégrée dans les institutions de Bretton Woods, d'après la Seconde Guerre mondiale, par exemple l'Organisation mondiale du commerce, desquelles nous nous sommes éloignés. Nous nous retrouvons donc dans la situation ironique où les Chinois défendent l'ordre mondial que nous avons créé, tout en essayant bien sûr de l'ajuster un peu à leur avantage. Et nous agissons de manière destructrice. Dans ce contexte, nous ne prêtons aucune attention à la Charte des Nations Unies ni au droit international. Nous avons saboté l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons quitté divers organismes spécialisés de l'ONU lorsque les décisions de la majorité mondiale ne nous convenaient pas. Et nous devenons de plus en plus isolés, tandis que la Chine s'implique davantage. Voilà ce qui se passe. Quant à restaurer la compétitivité, ce qui me semble un objectif tout à fait approprié, je pense que nous devons reconnaître certaines réalités économiques. Tout d'abord, ce qui s'est passé dans l'industrie est exactement ce qui s'est produit dans l'agriculture. Donc en 1900, je ne connais pas la situation en Norvège, mais en 1900, aux États-Unis, environ 80% de la population travaillait dans les fermes pour produire de la nourriture. Aujourd'hui, c'est moins de 1%, et nous produisons plus de nourriture que jamais. Cela s'explique par le fait que le capital a remplacé le travail.
C'est-à-dire que les gens sont devenus plus productifs grâce à la mécanisation de l'agriculture. Ils ont également introduit la science et sélectionné de meilleures variétés de plantes, plus résistantes aux maladies, etc., et qui offrent de meilleurs rendements. Il en va de même pour le cheptel animal. Ce qui se passe dans l'industrie est donc exactement la même chose. J'ai dit qu'en 1900, 80% travaillaient dans l'agriculture, environ 15% dans l'industrie et 5% dans ce qu'on appelait les services, une catégorie très vague. Mais si vous regardez la situation aujourd'hui, vous verrez que moins de 1% travaillent dans l'agriculture, 8% dans l'industrie, c'est-à-dire la moitié du pourcentage d'il y a 125 ans. Et là aussi, l'automatisation, la robotique et diverses techniques de gestion de la production, à commencer par la chaîne de montage, l'invention d'Henry Ford, et poursuivie à travers de multiples étapes, ont rendu le travailleur américain beaucoup plus productif. Donc beaucoup moins de personnes sont nécessaires pour produire beaucoup plus de biens. Nous produisons en réalité plus que jamais, mais l'emploi dans l'industrie diminue. Et enfin, nous avons maintenant, donc ça fait 91, voyons, ça fait 8%, 1%. Autrement dit, 91% travaillent dans ce qu'on appelle les services, une catégorie qui est devenue essentiellement vide de sens et qui doit être réexaminée par les économistes. Ils ont inventé cette catégorie dans les années 1930, en même temps que le PIB, qui a lui aussi grand besoin d'une réévaluation théorique. On observe donc les mêmes phénomènes en Chine. La main-d'œuvre agricole diminue rapidement et les emplois industriels sont en baisse. On constate aujourd'hui en Chine du chômage chez les jeunes qui ont été formés pour une économie industrielle qui n'a plus besoin d'eux. Quelle est donc la pertinence de tout cela? Eh bien, il se passe aux États-Unis des choses qui suscitent beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. Et plutôt que d'en examiner les causes, qui sont intrinsèques au progrès, nous en rejetons la faute sur les étrangers. Alors, qui est l'étranger parfait à blâmer? La Chine. Pourquoi? Parce que nous avons une histoire de sentiments anti-chinois. Nous avons une histoire de politique d'endiguement de la Chine pendant la guerre froide. Le pays est dirigé par quelque chose qui s'appelle le Parti communiste. Nous imaginons que si vous avez vu un communiste, vous les avez tous vus. Les personnes qui tiennent ces propos sur la Chine et le communisme, etc., n'ont jamais rencontré de Chinois, ni jamais été en Chine, ni même rencontré un communiste de quelque sorte que ce soit, à l'exception des Vietnamiens, qui sont anti-chinois et donc de bonnes personnes, malgré leur idéologie égarée. Il y a donc de nombreux facteurs qui entrent en jeu, mais au final, nous avons une vision très déformée de la Chine. Une couverture médiatique insuffisante, des politiques éditoriales biaisées dans nos médias, un establishment politique qui a fait de la Chine l'ennemi privilégié. Nous nous retrouvons donc dans une position très étrange. Il est impossible d'avoir une politique efficace, une position de négociation solide ou une concurrence saine si l'on ne comprend pas vraiment avec qui l'on rivalise. Et c'est fondamentalement notre cas. Par ailleurs, vous avez mentionné la politique industrielle. Les Chinois ont mis en place un modèle de politique industrielle très efficace, qui repose essentiellement sur des banques de développement. Des banques qui prêtent pour soutenir des objectifs nationaux. Cela engendre parfois des situations étranges. Par exemple, une entreprise chinoise a acquis la majeure partie de Pirelli, le fabricant italien de pneus, dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, car elle a pu présenter cette acquisition comme étant liée à ce projet. Je trouve cela plutôt tiré par les cheveux, mais apparemment, l'une des banques politiques était prête à le soutenir par des prêts. On retrouve donc essentiellement l'idée de Deng Xiaoping. Si vous voulez traverser la rivière, vous avez un objectif. Il suffit de dire aux gens, traversez la rivière,
Peu m'importe comment vous y parvenez. Si vous y arrivez, cela en vaudra la peine financièrement. Il a donc eu cette idée de tâtonner pour traverser la rivière en cherchant les pierres avec les orteils. Et c'est ce que font les Chinois. Ils annoncent un objectif, disons, nous avons besoin d'une économie électrique, nous avons besoin d'énergie renouvelable. Et ils disent, si vous investissez dans ces domaines, nous vous soutiendrons financièrement. Le résultat, c'est que plus de 50% de l'énergie hydroélectrique en construction se trouve en Chine et 70% de l'énergie solaire en construction est également en Chine. On observe un schéma similaire pour l'énergie éolienne. Et bien sûr, la Chine est en tête pour les véhicules électriques. Elle est aussi leader dans les systèmes de transmission à haute tension. Elle domine en matière d'efficacité de production d'électricité, et ainsi de suite. Je pourrais donner d'autres exemples. La Chine est désormais en avance dans la grande majorité des technologies, ce que nous ne comprenons pas. Nous imaginons que les contrôles à l'exportation peuvent préserver nos précieux fluides corporels d'être drainés par les Chinois. Si vous vous souvenez du Dr Folamour, il est bien vivant quelque part à Washington, même si Kissinger est mort. J'allais dire que la tendance à blâmer les puissances étrangères pour les problèmes intérieurs est également quelque chose que l'on observe beaucoup en Europe ces derniers temps. Vous accusez les Suédois de tous vos problèmes. Eh bien, on pointe davantage vers les Russes ces temps-ci, mais oui. Ce qui a toujours été unique pour moi à propos du nationalisme américain, cependant, c'est qu'il était différent du nationalisme ailleurs dans le monde. Parce que le nationalisme, souvent dans sa forme la plus laide, tend à se demander « Quand était votre grandeur? Pourquoi a-t-elle pris fin? Et qui est à blâmer ?» On parcourt alors l'histoire pour voir qui vous a volé votre grandeur. Or, ce qui m'a toujours semblé exceptionnel dans le nationalisme américain, c'est qu'il a généralement été très positif, c'est-à-dire avec l'idée que ses plus grands jours sont devant lui. Cela paraît plus bénin, encore une fois optimiste, mais c'est peut-être parce que les États-Unis ont toujours progressé de succès en succès. Mais aujourd'hui, bien sûr, ils sont en déclin relatif. Il semble que les Américains suivent un peu la voie européenne, où l'on se demande, vous savez, quand était cet âge d'or? Qui l'a enlevé? Et puis la Chine est désignée. On se retrouve alors avec ces récits selon lesquels les Chinois auraient pris nos emplois. Non pas qu'ils aient été délocalisés, mais bel et bien pris. Mais cela soulève tout de même la question. Le véritable défi pour les États-Unis n'est-il pas de repenser leur propre manière de faire du capitalisme? Encore une fois, la situation est un peu étrange puisque officiellement, la Chine est dirigée par le Parti communiste. Mais leur forme de capitalisme ressemble, dans une large mesure, à ce que l'Amérique connaissait au XIXe siècle. Un capitalisme très industriel, qui limite les rentiers, cherche à harmoniser et veille à ce que la société ne devienne pas un simple appendice du marché libre. Pensez-vous que les États-Unis doivent changer leur propre façon de pratiquer le capitalisme? Et si oui, pensez-vous que la Chine puisse servir de modèle? Ou bien, n'est-ce plus approprié pour les États-Unis? Je ne pense pas que la Chine représente un modèle pour les États-Unis, notamment en raison de son fort caractère léniniste. Ce n'est pas compatible avec les valeurs des Lumières européennes que les États-Unis ont longtemps cherché à incarner et qui sont aujourd'hui réaffirmées face à une présidence américaine très autoritaire. Donc je ne pense pas, il y a certaines choses qui fonctionnent pour les Chinois. Après tout, il s'agit d'une société d'1,5 milliard de personnes. Personne n'a jamais vraiment réussi à gouverner efficacement une entité d'une telle taille auparavant. Les Chinois ont de multiples expériences de ce qu'ils appellent le chaos, l'anarchie, la révolution culturelle en étant un exemple récent.
et ils mettent énormément l'accent sur l'ordre. Nous ferions de même si nous avions les contraintes des Chinois. Par exemple, les États-Unis comptent environ un quart de la population chinoise, en réalité même moins. Mais nous avons 4 fois plus de terres agricoles. Ils possèdent 7% des réserves d'eau mondiales. Nous en avons environ 25 ou 27%. Nous avons un formidable patrimoine. Nos voisins, comme le disait Bismarck, sont les Canadiens du Nord, doux, calmes et polis, et les Mexicains du Sud, insouciants et joyeux, qui ne représentent aucune menace. Enfin, ce n'était pas le cas. Nous y travaillons. Et à l'Est et à l'Ouest, nos voisins sont des poissons. Vous savez, la Chine partage ses frontières avec 14 pays avec lesquels elle a eu de multiples conflits au fil des ans. Pendant 600 des 1000 dernières années, la Chine a été gouvernée par des étrangers. C'est donc une histoire très différente. Et si nous avions le même ratio de terres arabes par habitant que les Chinois, il y aurait 4 milliards de personnes aux États-Unis, la plupart probablement en Californie. Donc, cela ne m'inquiète pas trop. Je suis sur la côte Est. Mais ce sont des différences, même sans parler d'histoire. Et je pense que nous comprenons mal l'histoire de l'Asie de l'Est en utilisant des modèles européens. L'Europe est le continent le plus sanglant de tous, suivi de près par le sous-continent indien. Ce sont toutes deux des extensions du continent eurasien, où de multiples langues, cultures, etc. se côtoient. Elles ont toutes deux engendré des États en guerre. La Chine a connu cette période avant l'ère chrétienne, puis elle l'a surmontée. Et la situation en Asie de l'Est n'a jamais ressemblé à celle de l'Europe. Les pays s'en remettaient à la Chine en raison de sa taille, de sa puissance intellectuelle et scientifique, de sa prospérité, de la qualité de son gouvernement. Mais la Chine n'est pas allée les conquérir. Il y a des exceptions, notamment le Vietnam. Une partie de l'histoire coréenne implique aussi des conquêtes chinoises, ou des conquêtes venant de ce qui est aujourd'hui la Chine. Mais je pense que nous comprenons fondamentalement mal cette histoire. Je ne suis pas sûr que les Chinois comprennent pleinement leur propre histoire non plus. Ou s'ils la comprennent, elle est résumée dans la phrase « Nous ne serons jamais hégémoniques ». Je pense que la Chine est le seul pays à dire cela. Au XIXe siècle, les États-Unis disaient « Nous ne serons jamais impérialistes ». Mais la destinée manifeste ne s'est jamais arrêtée. Nous avons renversé la monarchie à Hawaï et intégré ce territoire à notre pays. Ensuite, nous sommes allés aux Philippines, à Guam, et ainsi de suite, puis vers le sud, à Porto Rico et à Cuba. Donc les Chinois disent « Nous ne serons jamais impérialistes ». Mais je pense qu'il faut rester un peu sceptique quant à leur capacité à éviter de tomber dans le même piège que nous. C'était un point clé pour les États-Unis, surtout au XIXe siècle. Ils ne voulaient pas devenir comme les Européens. Je pense que c'est pour cela qu'en 1898, lorsque les États-Unis ont vaincu les Espagnols et acquis une grande partie de leurs possessions coloniales, comme vous l'avez dit, y compris les Philippines, cela a suscité un véritable dégoût au sein d'une grande partie de la société américaine. Mark Twain, par exemple, et d'autres ont soutenu que l'Empire perdait son âme en suivant la voie européenne. Mais c'est intéressant, car il est courant d'affirmer que la Chine se comporterait fondamentalement différemment des États-Unis. Mais j'imagine qu'il y a deux perspectives différentes. Par exemple, Jeffrey Sachs fait remarquer qu'il existe une différence interne à ce niveau. D'un autre côté, il y a l'argument de Mearsheimer qui affirme que tout est externe. En d'autres termes, si l'opportunité d'hégémonie se présente, alors les idéologies et les idées qui la soutiennent suivront. Les Chinois pourraient eux aussi connaître leur moment impérial, si l'on peut dire. Mais comment voyez-vous l'évolution des politiques de la Chine à l'avenir? Pensez-vous qu'elle commencera à poursuivre, je dirais,
des ambitions plus impériales. Et selon vous, qu'est-ce que nous ne parvenons pas à reconnaître en ce qui concerne d'autres motivations de la Chine? Parce que c'est un thème récurrent, je pense, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les Européens. L'incapacité actuelle à reconnaître les préoccupations et les intérêts sécuritaires des adversaires. Autrefois, c'était le point de départ de toute discussion. Mais discutons-nous jamais des intérêts ou de la sécurité de l'Iran, de la Russie ou de la Chine. Nous avons cessé d'aborder ces préoccupations de nos adversaires. Mais comment voyez-vous cela? Alors, pensez-vous que la Chine agit en fonction de ses préoccupations sécuritaires ou estimez-vous que des impulsions plus hégémoniques pourraient entrer en jeu? Désolé, c'était une question très longue. C'est une question très intéressante et complexe. Permettez-moi de faire quelques commentaires sur les États-Unis avant d'aborder la Chine. Mark Twain et d'autres qui se sont opposés à l'impérialisme américain avaient raison. Cela s'est finalement révélé incompatible avec la démocratie américaine. Nous en voyons les conséquences aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons inventé une nouvelle forme d'empire, qui n'était pas tant un empire d'occupation qu'une sorte de système de protection, si l'on peut dire. Nous protégions tout le monde contre quelqu'un d'autre. Cela semble être le génie de la politique étrangère américaine. Nous avons une impulsion irrésistible à vouloir protéger tout le monde de tout le monde. Cela nous cause des problèmes. Nous avons aussi une tradition née de notre expérience de la guerre, qui est très particulière. Lors de notre guerre de sécession, pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, puis à nouveau durant la guerre froide, nous pensions que l'objectif était la reddition inconditionnelle de l'autre camp, suivie de sa reconstruction morale. C'est ce que nous avons fait lors de la guerre de sécession. Nous avons occupé le Sud et tenté de le reconstruire différemment. Nous avons fait de même après la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne, et après la Seconde Guerre mondiale, nous avons de nouveau cherché à obtenir une reddition inconditionnelle. Finalement, l'Union soviétique s'est effondrée à cause de ses propres défauts. Il y a alors eu un débat sur la nécessité de l'aider à se repentir de ses péchés et à devenir moralement supérieur. Mais nous n'étions pas prêts à y investir l'argent nécessaire. Jeffrey Sachs et d'autres ont pris certaines initiatives qui n'ont pas vraiment été utiles à cet égard. Je dis cela malgré mon admiration pour les opinions actuelles de Jeffrey Sachs. Donc, dans le cas de la Chine, je pense que ce que veulent les Chinois n'est pas le genre d'empire que nous avons eu. Ils semblent considérer les alliances, qui sont en fait la protection d'autres États, non pas comme un moyen d'agréger du pouvoir, d'ajouter à leur puissance et à leur influence, mais comme des responsabilités qui peuvent leur attirer des ennuis. Ainsi, ils n'ont vraiment aucun allié. Ils entretiennent une relation d'État protégée avec la Corée du Nord, qui constitue un État tampon entre les forces américaines et japonaises de leur point de vue, et ils ont une relation similaire avec le Pakistan, motivée par le désir de contrebalancer l'hégémonie indienne, autrement inévitable, en Asie du Sud. Le Tibet, bien sûr, fait partie de l'Asie du Sud. Ainsi, les Chinois ont une préoccupation légitime concernant l'équilibre des pouvoirs en Asie du Sud. Et c'est pourquoi ils soutiennent le Pakistan. Ils savent comment jouer au jeu géopolitique, c'est évident. Mais je pense que ce qu'ils recherchent, ce n'est pas le contrôle. Ils ne cherchent certainement pas un Lebensraum pour une population qui diminue plutôt qu'elle ne croît. Ils ne veulent pas accueillir davantage de Coréens, de Vietnamiens ou d'autres étrangers. Ils ne cherchent pas à contrôler militairement les ressources naturelles. Ils ont compris qu'on peut acheter ce dont on a besoin si l'on paie suffisamment. Donc je pense que ce qu'ils veulent, c'est le respect de leur dignité en tant qu'État indépendant et grande civilisation. Bien sûr, ils sont flattés si d'autres souhaitent les imiter.
course, they're flattered if others wish to emulate them, but they don't insist on this, unlike the United States. Mais ils n'insistent pas là-dessus, contrairement aux États-Unis. La position américaine est si vous voulez traiter avec nous, vous devez devenir comme nous. La position chinoise, vous êtes des étrangers. Nous sommes contents que vous soyez des étrangers. Restez comme ça, s'il vous plaît. Peu nous importe ce que vous faites, tant que nous pouvons gagner de l'argent et que vous ne portez pas atteinte à notre dignité. Donc, je pense que nous parlons d'une approche très différente de l'ordre mondial. Et il peut y avoir des aspects impériaux, mais ils ne sont pas les mêmes que ceux des empires britanniques ou français, ou de l'empire russe, d'ailleurs, ou du quasi-empire américain. Donc, je ne sais pas où la Chine va finir. Je pense que dans le domaine de la concurrence, la principale différence que je remarque, et je pense que c'est là-dessus que nous devons vraiment nous concentrer, c'est que, selon l'OCDE en 2030, c'est-à-dire dans seulement 5 ans, 37% de la main-d'œuvre mondiale dans les STEM sera chinoise. 37% of the world's STEM workforce will be Chinese. 37%. 26%. 37%. 26% seront indiens, 4,5% seront russes, 4,2% seront américains. Ce n'est donc pas une recette pour réussir dans la rivalité, telle que je la définis, c'est-à-dire une concurrence saine, et c'est pourquoi nous avons été entraînés dans un antagonisme adversarial comme c'est le cas aujourd'hui. Mais au final, si nous voulons rivaliser, si nous voulons exceller, si nous voulons rester, sinon la puissance principale dans le monde, du moins l'une des principales puissances mondiales, nous devons faire ce que les Chinois ont fait, la réforme et l'ouverture. Nous faisons l'inverse. Nous nous entêtons dans notre structure économique actuelle. Nous ne menons pas de politique antitrust. C'est une remarque un peu datée, mais comme vous le savez peut-être, je préside une entreprise internationale en parallèle quand je ne vis pas dans l'entrepôt des vieux à New Hampshire. Il y a des années, j'ai travaillé dans le secteur du mobilier. À cette époque, il y avait 120 entreprises de meubles aux États-Unis, la plupart appartenant à la famille Manouchian de Détroit, des Américains d'origine arménienne, descendants de l'homme qui a inventé le robinet Delta, le levier qui contrôle l'eau chaude et froide qui sort de votre robinet de salle de bain, et qui a fait fortune. En Chine, il y avait 50 000 entreprises de meubles, engagées dans une concurrence féroce. Vous avez donc évoqué le capitalisme du 19e siècle. En termes économiques de marché, c'est le modèle chinois. Ce ne sont pas les grandes entreprises d'État qui sont la force motrice de l'économie. Ce sont la multitude de petites entités concurrentes. Ainsi, nous constatons que le plus grand progrès récent en intelligence artificielle provient de DeepSeek, une entreprise privée qui n'a rien à voir avec le gouvernement et n'a même pas reçu de subvention. Il s'agissait essentiellement d'une société qui utilisait un algorithme pour trader des actions sur la bourse de Shanghai jusqu'à ce que le gouvernement interdise cet algorithme. Ils ont donc dû trouver une nouvelle utilisation pour leur technologie et se sont tournés vers l'IA, apparemment avec beaucoup de succès. Nous sommes donc engagés dans une compétition qui n'est pas militaire, même si nous choisissons de la traiter comme telle. Elle est avant tout économique et technologique. Et la clé pour la remporter, c'est l'ouverture et la réforme économique interne. Et nous ne le faisons pas. Eh bien, je pense que ce sont des aspects importants de ce que fait réellement la Chine, car il n'est pas souvent reconnu que la Chine est très fortement, voire strictement, opposée aux alliances. C'est quelque chose sur lequel ils insistent. Je suis sûr que les Russes seraient beaucoup plus ouverts à une alliance sino-russe. Mais pour les Chinois, ils ne veulent aucune alliance. Ils l'ont clairement fait savoir. C'est une politique de très longue date. Et comme vous l'avez dit, ils rejettent également l'universalisme qui ouvre la voie à l'hégémonie. C'est-à-dire que si vous favorisez l'universalisme démocratique libéral, alors vous pouvez prétendre représenter la liberté d'autres peuples.
Les Chinois insistent constamment sur la spécificité civilisationnelle, à savoir qu'une civilisation ne devrait pas dire à une autre comment se développer. Or, du moins sur le plan idéologique, cela contredit le principe ou le fondement de l'hégémonie. Il est également intéressant de voir à quel point cette économie est décentralisée. Ma dernière question concerne toutefois la volonté des États-Unis de contenir la Chine. Il semble que certaines des politiques menées ces dernières semaines, voire ces derniers mois, aient été peut-être contradictoires. J'ai donc examiné, dans une moindre mesure, le cas de Taïwan, les menaces de transférer toute l'industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. Mais j'ai surtout réfléchi à l'aliénation du Japon, car le Japon a toujours été peut-être que servile est un mot fort, mais il a été un allié très fidèle, du moins envers les États-Unis. Mais nous voyons maintenant, dans cette guerre tarifaire, que les Japonais ont utilisé un langage très fort. Ils ne veulent pas, je crois que le mot était, ils ne veulent pas être extorqués par les États-Unis. Donc c'est, dans une certaine mesure, sans précédent, ou du moins nouveau. Voyez-vous la possibilité, avec l'avenir incertain des États-Unis, ou du moins leur tentative de trouver une nouvelle place dans l'économie internationale, que le Japon cherche maintenant à, pas à changer de camp, cela ne fonctionne pas, mais au moins à diversifier ses partenaires économiques et à s'ouvrir un peu plus à la Chine, ne serait-ce que pour gagner du poids dans les négociations avec les États-Unis. Voyez-vous au moins la Chine et le Japon changer leurs relations? Oui, mais il y a d'énormes difficultés. Il y a beaucoup de tensions émotionnelles des deux côtés, pour des raisons différentes. Les Chinois estiment qu'environ 35 millions de personnes sont mortes aux mains des Japonais entre 1931 et 1945, lors des 14 années de dévastation de la Chine par le Japon impérial. Que ce chiffre soit exact ou non fait l'objet de débats, mais pratiquement chaque famille du centre, de l'est et du nord de la Chine a perdu quelqu'un dans ce conflit. Et cela n'est pas vraiment compris en Occident. Nous savons, enfin, certains d'entre nous le savent, que les Russes ont fait d'énormes sacrifices, ou plutôt les Soviétiques, car il n'y avait pas que des Russes dans la lutte contre les nazis. Mais nous ne connaissons pas vraiment la guerre terrestre en Asie. L'histoire qui est racontée est celle de la victoire américaine dans le Pacifique sur la marine japonaise. Ainsi, le Japon redevient de plus en plus une puissance indépendante. Il ne s'inclinera pas devant les États-Unis. Il a déjà fait cette expérience lors des accords du Plaza dans les années 1980, qui ont conduit le Japon sur la voie de la stagnation économique dont il ne s'est jamais vraiment remis, et il n'a pas l'intention de répéter cette expérience. Et il reconnaît, tout comme le Japon, tout comme les Chinois, que cette confrontation concerne moins l'économie qu'une lutte de pouvoir, une intimidation psychologique ou une subordination aux États-Unis. Le Japon a retrouvé une part de sa fierté nationale et il ne refera pas la même erreur. Ce que nous voyons donc, c'est que les Japonais agissent de manière proactive dans plusieurs domaines. Par exemple, après que les États-Unis se sont retirés du partenariat transpacifique sous M. Trump lors de son premier mandat, bien que les démocrates aient également proposé de se retirer, le Japon a repris le projet. Et la version actuelle de celui-ci reflète le leadership japonais en Asie-Pacifique. Le Japon est également devenu plus actif sur les plans politiques et militaires. Tout récemment, 2 frégates japonaises sont arrivées dans le port cambodgien que les Chinois viennent d'achever, qui est censé être une base chinoise, mais ne l'est pas. C'est une base capable d'accueillir des navires militaires, mais les premiers grands navires à s'y rendre n'étaient pas chinois, ils étaient japonais. Le Japon dispose d'un programme actif d'aide militaire pour le Vietnam et les Philippines, visant à contrebalancer la Chine.
Il cherche également à renforcer son engagement non seulement avec la Corée du Sud et l'Indonésie, des puissances industrielles importantes dans la région, ou avec l'Europe, mais aussi avec la Chine. Ainsi, le Japon devient ce que j'appelle un nœud dans la nouvelle architecture internationale multinodale. Autrement dit, il agit de manière indépendante. Il peut entretenir des liens plus ou moins étroits avec d'autres pays. Il peut modifier ces liens. Il existe en 3 dimensions. Ce n'est pas un pôle à l'extrémité d'une ligne de connexion bidimensionnelle. Nous voyons donc le Japon émerger aux côtés de nombreux autres. Et l'un des freins à l'hégémonie chinoise, selon moi, en dehors de l'aspect idéologique que vous avez mentionné, réside dans l'ancienne tradition chinoise issue de Mencius ou Mengzi, qui disait que si l'on souhaite exercer une influence internationale, il faut devenir une société vertueuse que les autres voudront imiter. Il ne faut pas chercher à se vendre, mais être vertueux, et alors les autres voudront vous ressembler et apprendre de vous. C'était la vision américaine au XIXe siècle. Malheureusement, notre basculement vers l'impérialisme nous en a guéris. Les Chinois sont aujourd'hui confrontés à un monde où des puissances de rang intermédiaire, y compris certaines dans leur propre région d'Asie-Pacifique, équilibrent de plus en plus leurs relations, les diversifient et ne s'attachent plus exclusivement à un seul protecteur, à savoir, en Asie-Pacifique, les États-Unis. Mais nous voyons cela en Asie de l'Ouest avec la réémergence de la Turquie comme un acteur très indépendant et plutôt imprévisible. Nous voyons les Français tenter de réaffirmer un rôle indépendant au sein de l'Europe et au-delà. Nous voyons l'Arabie saoudite émerger comme une puissance de rang intermédiaire à part entière, compte tenu de ses hydrocarbures et de sa puissance financière. Nous voyons l'Indonésie comme une puissance potentielle montante. L'Inde, bien sûr, reste résolument non alignée. En Amérique latine, nous voyons l'émergence d'un concept appelé non-alignement actif, ce qui signifie qu'il ne cherche pas à s'en tenir uniquement aux États-Unis, ni à se soumettre aux contraintes de la doctrine Monroe. Nous nous réservons le droit de construire une relation avec l'Union européenne, avec la Chine, avec l'Inde, avec le Japon, et ainsi de suite. Nous voyons donc un monde que je qualifierais d'increasingly multinodal, et je pense que raisonner en termes de polarité ne correspond tout simplement pas à ce monde émergent. Je ne sais pas à quoi il ressemblera au final, mais cela ne semble compatible avec aucune forme de polarité. G2, G3, et certainement pas une seule puissance dominante. Et un dernier commentaire, car c'est directement pertinent. Nous ne pouvons pas empêcher la Chine de devenir le centre de sa propre région. Nous avons déjà fait défaut sur l'aspect commercial et économique de cette question lorsque nous nous sommes retirés du TPP. Nous ne faisons partie d'aucun des conseils de réglementation dans la région, qui sont composés de pays de la région. L'Inde, d'ailleurs, s'est exclue elle-même de façon insensée. Mais les Chinois, eux, en font pleinement partie. Tous les échanges commerciaux dans la région sont dirigés vers la Chine ou proviennent de la Chine. Et cela ne changera pas. Sur le plan technologique, comme je l'ai indiqué, nous sommes en train de perdre la course bipolaire avec la Chine. L'Australian Strategic Policy Institute, qui évalue qui innove le plus, examine 64 domaines technologiques. Ils affirment que la Chine est désormais en tête dans 57 domaines, la Corée du Sud dans 2 et les États-Unis dans 5. Donc, la compétition technologique n'est pas, vous savez, nous nous en éloignons. Les contrôles à l'exportation n'aident pas. La persécution des scientifiques d'origine asiatique ou chinoise n'aide pas. Les obstacles aux échanges d'étudiants n'aident pas non plus. Et finalement, il ne nous reste que l'aspect militaire. C'est tout ce que nous avons maintenant. Et là, vous savez, les gens prennent des précautions. Ils ne veulent pas être impliqués dans une guerre avec la Chine.
et ils ne veulent certainement pas s'impliquer dans la conclusion de la guerre civile chinoise. Il faut se rappeler que la question de Taïwan est le résultat du repli du camp vaincu de la guerre civile chinoise à Taïwan sous protection américaine et de son maintien là-bas, séparé du reste de la Chine, toujours sous protection américaine. Ainsi, les États-Unis se trouvent dans la position de reconnaître une seule Chine. Il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan fait partie de la Chine. Mais d'un autre côté, ils empêchent une solution négociée de la guerre civile chinoise, car chaque fois que les Chinois font une offre, nous surenchérissons avec une aide militaire qui donne aux personnes à Taïwan qui ne veulent pas négocier une excuse pour ne pas le faire. Il s'agit donc d'une politique très confuse, qui ne sert ni les intérêts américains, ni ne mobilise réellement les pays de la région dans une forme d'opposition commune ou partagée à la Chine. Tous souhaitent que l'Amérique les aide, les soutienne, alors qu'ils cherchent à établir une relation durable et viable avec le pays qui est au centre de leur région. Je pense que l'impulsion, souvent à Washington, d'avertir d'autres pays de ne pas commercer avec la Chine ou de se découpler est souvent perçue à tort selon moi à travers le prisme de la politique des blocs. La raison pour laquelle je pense qu'une majorité du monde accueille favorablement l'ascension de la Chine n'est pas qu'il souhaite se subordonner à un bloc chinois plutôt qu'à un bloc américain, Norman, mais c'est ce que ça représente lorsqu'il existe de multiples centres de pouvoir. Ce que cela promet aux États du monde entier, c'est la possibilité de diversifier. Si vous commercez à la fois avec la Chine, les États-Unis et d'autres, vous pouvez avoir une politique économique plus indépendante, ce qui se traduit par une plus grande autonomie politique. Je pense que c'est pour cela que c'est si attractif. Je pense que souvent, l'impulsion visant à empêcher les pays de diversifier est perçue comme une sorte d'atteinte à l'autonomie politique. Eh bien, l'effet net des changements que j'ai décrits dans l'ordre mondial, qui offre une plus grande liberté de manœuvre aux pays de taille moyenne et aux petits pays, au sein d'un système de plus en plus diversifié et polynodal si l'on veut, c'est qu'il donne à ces pays une capacité d'action qu'ils n'avaient pas auparavant. Cela leur donne la liberté de poursuivre leur propre développement comme ils l'entendent. Et donc, dans ce contexte, la position américaine est perdante parce que les Chinois disent « La façon dont vous vous développez ne regarde que vous. Nous n'avons rien à dire là-dessus. Si vous voulez apprendre de nous, allez-y. Si vous voulez apprendre de quelqu'un d'autre, cela ne nous dérange pas. » Et nous disons « Vous devez vous conformer à notre façon de faire ou passer votre chemin. » Et l'autre problème, c'est que les Chinois n'essayent pas d'empêcher les États-Unis de vendre des biens ou des services où que ce soit, alors que nous essayons de les bloquer. Comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'était Larry Summers, il a entendu de la part d'un interlocuteur africain que lorsque les Chinois viennent, ils proposent des routes, des barrages et l'électrification. Et lorsque vous venez, vous insistez pour que nous nous conformions à vos positions politiques et vous ne nous offrez rien. Alors, qui va l'emporter? Si les États-Unis veulent réussir et rester la grande puissance, la puissance écrasante que nous avons été, nous devons non seulement nous réformer sur le plan intérieur, mais aussi changer notre politique étrangère pour reconnaître les intérêts des autres pays et essayer de servir ces intérêts plutôt que de les contrer. Quelqu'un a dit, vous savez, quand les vents du changement soufflent, certains construisent des murs pour se protéger du vent, d'autres construisent des moulins à vent. Nous devons construire des moulins à vent. Je pense donc que le défi chinois est correctement décrit par l'Union européenne comme systémique. C'est un défi systémique. C'est un choix entre un monde ouvert, avec de nombreux chemins différents vers la modernité, et un monde fermé, dominé par le protectionnisme.
Et d'ailleurs, je ne pense pas que les droits de douane vont réindustrialiser les États-Unis, mais c'est l'une des nombreuses façons dont l'étrange est devenu la norme, théoriquement, dans mon pays. Oui, eh bien, je constate beaucoup de politiques autodestructrices des deux côtés de l'Atlantique en ce moment. Beaucoup d'autosabotage. Quoi qu'il en soit, j'espère que les gens à Washington continuent de nous prêter attention. Peut-être pourrons-nous réduire un peu cet autosabotage. En tout cas, merci encore infiniment pour votre temps. J'apprends toujours en vous écoutant. Alors merci encore. Eh bien, merci de m'avoir invité, et je m'excuse pour la nature alambiquée de mes réponses à vos questions pourtant très simples. Non, c'est ce qui rend la chose intéressante. Merci beaucoup. Au revoir.